Si tu as déjà fait passer un courant dans une résistance, tu as peut-être remarqué que la résistance chauffe. À vrai dire, si le courant est trop élevé, la résistance peut chauffer au point de te brûler. Alors attention si tu fais cette expérience. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une résistance chauffe quand un courant circule dedans. Pourquoi un courant qui passe à travers une résistance fait augmenter sa température? Et est-il possible de calculer la quantité exacte de courant qui va chauffer cette résistance pendant une certaine durée? Alors oui, c'est quelque chose que l'on peut calculer, mais on y viendra plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va simplement essayer de comprendre pourquoi un courant qui traverse une résistance cause son réchauffement. Prenons ce courant ici. De la manière dont j'ai dessiné, tu peux voir qu'il y a ces charges positives, là. Les charges positives ne peuvent pas se déplacer dans un fil. Mais les physiciennes et les physiciens font comme si c'était le cas, car ils considèrent que les charges positives qui circulent dans un sens sont en fait équivalentes aux charges négatives qui circulent dans le sens inverse. Donc si on utilise cette méthode pour décrire ce qui se passe, bien que ce soit techniquement incorrect, eh bien on n'a pas à se soucier de tous les signes moins qui se baladent avec les charges négatives. Et donc de manière générale, c'est plus facile à manipuler. On va donc procéder ainsi dans cette vidéo, mais n'oublie pas que dans la réalité, ce sont les charges négatives qui se déplacent. Alors revenons donc à la question qui nous intéresse ici. Pourquoi est-ce que les charges positives qui circulent dans une résistance augmentent sa température? Alors on sait que lorsqu'un courant traverse une résistance, une tension se crée aux bornes de celle-ci. En d'autres mots, entre ce point-ci et ce point-là, il y a une différence de potentiel électrique, ou ce qu'on appelle une tension, qu'on pourrait noter U. Mais ici, comme on veut vraiment s'intéresser au potentiel électrique qui varie, on va le noter delta V. Et donc de ce côté-ci, on a un potentiel électrique V1 qui est différent du potentiel électrique de l'autre côté de la résistance qu'on va appeler V2. Et alors ce qui va se passer, c'est que de ce côté-là, à la fin de la résistance, de l'autre côté de la résistance, sachant que le courant circule dans ce sens-ci, les charges vont s'accumuler et on aura ici une valeur de potentiel inférieur au potentiel qu'on a au début. Donc ici, la valeur est supérieure. Et donc, ces charges positives vont se déplacer d'une zone ici où le potentiel électrique est supérieur, elles vont aller dans une zone où le potentiel électrique est inférieur. Cela veut dire que leur énergie potentielle va changer. En effet, ces charges présentent une énergie potentielle électrique, et si elles passent d'une zone à potentiel électrique plus élevé vers une zone à potentiel électrique plus bas, et cela signifie qu'au début, elles présentaient une énergie potentielle plus élevée que l'énergie potentielle électrique qui leur reste à la fin. Et donc, leur énergie potentielle électrique diminue. Alors, si cela te semble difficile à concevoir, souviens-toi que le potentiel électrique est défini comme la quantité d'énergie potentielle électrique par charge. Et puis, on va prendre des nombres ici pour que ce soit un petit peu plus concret. Et disons que V2 est égal à 2 joules par coulomb. Cela signifie que pour chaque coulomb de charge au point V2, il y a 2 joules d'énergie potentielle électrique. Et donc V1 qui a un potentiel électrique supérieur, on peut imaginer que ce potentiel serait égal à 6 joules par coulomb. Et donc pour chaque coulomb de charge, il y a 6 joules d'énergie potentielle électrique. Ainsi, au fur et à mesure que les charges avancent dans la résistance, leur énergie potentielle électrique va diminuer. Et bien évidemment, la question est, où va cette énergie? Si ces charges perdent leur énergie potentielle électrique, où va cette énergie potentielle? Car on le sait, l'énergie se conserve, donc elle ne peut pas disparaître. Alors ma première idée serait de penser qu'elle se transforme en énergie cinétique. De la même manière que si on lâche une balle de masse m sur la Terre, eh bien son énergie potentielle de pesanteur diminue, et ce faisant, son énergie cinétique augmente. Donc lorsque l'énergie potentielle de pesanteur diminue, cela entraîne une augmentation de l'énergie cinétique. En d'autres mots, la balle accélère. Eh bien peut-être que c'est ce qu'il se passe ici. Au fur et à mesure que ces charges perdent de l'énergie potentielle, elles accélèrent. Mais en fait, non, ce n'est pas possible, parce qu'on sait que l'intensité du courant à l'entrée de la résistance est la même qu'à la sortie de la résistance. Donc les charges n'ont pas pu augmenter de vitesse. Alors elles perdent de l'énergie potentielle, mais elles n'accélèrent pas. Alors, ce n'est pas très logique, on a l'habitude de raisonner ainsi. Les objets qui perdent de l'énergie potentielle accélèrent, mais ce n'est pas ça ici. Au lieu de cela, les charges chauffent la résistance. Donc tandis que les charges traversent la résistance, ce qu'il se passe, c'est qu'elles se cognent contre les atomes et les molécules composant la structure de ce solide. Cette résistance, elle, est faite d'atomes et de molécules. Et tandis que les charges circulent,
Encore une fois, je te rappelle qu'il s'agit en réalité des électrons qui se déplacent dans l'autre sens. Mais ça, tu l'as bien compris. Donc, les charges se cognent contre les atomes et les molécules et leur transfèrent de l'énergie. Et elles laissent dans leur sillage une résistance plus chaude. Cela veut dire que les atomes ici qui sont à l'intérieur de la résistance, eh bien, ils sont plus agités, ils bougent dans tous les sens. Ils sont bien plus agités qu'ils ne l'étaient avant le passage du courant. Et comme ils oscillent plus, ils ont plus d'énergie. Et c'est comme ça que la température de la résistance augmente. Ainsi, ces charges, au lieu de garder toute leur énergie, la répandent dans la résistance sur leur passage. Et elles la répandent sous forme de chaleur, ou ce qu'on appelle énergie thermique. Donc ici, on a l'énergie thermique qui augmente. Alors remettre un E, TH pour thermique qui augmente. Et donc les charges terminent ici avec à peu près la même énergie cinétique qu'au début. Donc la variation d'énergie potentielle électrique correspond en réalité à une augmentation d'énergie thermique dans la résistance. C'est pour cette raison que les résistances chauffent. Maintenant, on peut se demander si on peut calculer la quantité exacte de chaleur qui sera fournie à la résistance. Combien d'énergie par unité de temps va-t-elle obtenir? Eh bien, pour cela, on a la définition de la puissance. On sait que la puissance, P, est égale à la quantité de travail par unité de temps. Alors le travail, c'est la variation d'énergie, soit l'énergie transférée. Donc ici, on peut simplement écrire que c'est la quantité d'énergie obtenue par la résistance par unité de temps. Et donc maintenant, il nous faut une formule qui nous donne la quantité d'énergie laissée par ces charges par unité de temps. Cette énergie provient de la perte d'énergie potentielle de ces charges. Et cette énergie potentielle électrique se transforme en énergie thermique. Eh bien, l'énergie thermique gagnée par la résistance est simplement égale à la quantité d'énergie potentielle électrique perdue par ces charges. Eh bien, c'est ce que je vais écrire. La puissance sera égale à la variation d'énergie potentielle électrique de ces charges par unité de temps. Et on peut continuer encore. Comment est-ce qu'on calcule la variation d'énergie potentielle électrique? Si tu te souviens bien, le potentiel est défini comme l'énergie potentielle par la charge. Et cela signifie que l'énergie potentielle électrique, donc EP, alors normalement c'est EP électrique, mais je mets EP pour que ce soit plus simple. Donc EP est égal à la charge fois le potentiel. Et donc la variation d'énergie potentielle, delta EP, sera égale à l'énergie potentielle à la fin, donc au point V2, soit Q fois V2, moins l'énergie potentielle au point V1, et donc Q fois V1. Et cette charge Q, c'est la même, parce que comme on l'a dit, la charge ne change pas, elle se conserve. Donc en V1 et en V2, on a la même charge Q. Donc ici, on peut mettre la charge en facteur commun, et on peut écrire donc que la différence d'énergie potentielle électrique est égale à Q fois V2 moins V1. Et on va venir remplacer ici dans la formule. On obtient donc Q fois V2 moins V1 divisé par le temps. Mais alors là, si on regarde bien, V2 moins V1, c'est tout simplement delta V. Donc, la tension, on peut écrire ici donc qu'on a delta V, et il nous reste la charge Q divisée par le temps. Et là encore, la magie opère, parce que la charge divisée par le temps, eh bien, c'est tout simplement l'intensité du courant qui passe dans la résistance. Donc là, ici, on a la tension, delta V, et là, l'intensité, Q sur T. On finit donc avec la puissance qui est égale à la tension, je vais la noter U cette fois, multipliée par l'intensité, I. Et voilà, on obtient la formule de la puissance en fonction de la tension et de l'intensité. La puissance est égale à la tension au bord de la résistance, multipliée par l'intensité du courant qui la traverse. Et donc cela va te donner la quantité de joules d'énergie thermique créée par unité de temps dans la résistance. L'unité ici est le joule par seconde, qu'on appelle également le watt. Donc si la puissance est par exemple de 20 watts, cela signifie qu'il y a 20 joules d'énergie thermique créée par seconde dans la résistance. Eh bien, cette formule est très pratique pour déterminer l'énergie qui sera consommée par toutes sortes d'appareils électroniques.
une ampoule, un grille-pain, une télévision. Cela te donne la quantité d'énergie qui sera transformée en énergie thermique, en lumière, en son, ou en toute autre forme d'énergie que l'on peut obtenir par la conversion de l'énergie potentielle électrique. Car au final, on a parlé ici d'énergie thermique, donc j'ai mis un TH pour l'énergie. Mais ici, tu vois, je parle de l'énergie E. C'est n'importe quelle énergie, n'importe quelle forme d'énergie. Donc finalement, cela s'applique à d'autres composants électriques que la résistance. Cette forme d'énergie pourrait être de la chaleur, de la lumière ou du son. Alors on pourrait aussi décliner cette formule sous d'autres formes. C'est ce qu'on va voir là. Alors, je vais copier ici la formule. Je prends ça, je l'enlève et je mets tout à 0. Et je reprends ma formule ici. Hop, je l'amène ici. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que dans une résistance, selon la loi d'Ohm, on a que la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. URI, U égale RI. Eh bien, on peut venir remplacer dans cette formule la tension par R fois I. Et on obtient dans ce cas-là que la puissance est égale à la résistance fois I au carré. Et puis maintenant, là, dans la loi d'Ohm, on peut aussi tout simplement isoler l'intensité. Donc, on peut écrire que I est égal à la tension divisée par la résistance. Et donc là, on repart de la formule P égale UI, puis, et on obtient que la puissance est égale à U fois U divisé par R. Donc on a U au carré divisé par R. Eh bien, ces deux autres versions de la formule P égale UI te permettent de calculer la puissance. Ici, par exemple, si tu connais la résistance et l'intensité, mais pas la tension. Et cette deuxième version, tu peux l'utiliser lorsque tu ne connais pas l'intensité, mais que tu connais la tension et la résistance. Donc voilà, en fonction des données que tu connais, à toi de choisir la version de cette formule que tu veux utiliser. Mais au final, ces trois formules sont équivalentes. Donc en résumé, lorsqu'un courant traverse une résistance, cela convertit l'énergie potentielle électrique en énergie thermique, et on peut déterminer la quantité d'énergie potentielle électrique convertie par seconde en multipliant la tension par l'intensité, ou la résistance par le carré de l'intensité, ou encore en divisant le carré de la tension par la résistance.